Bonsoir et pardon à l'avance de ne pas parler italien. J'aurai donc une diction très lente pour permettre à la traductrice de traduire. D'abord, je voulais dire mon accord avec les propos de M. Ottolini qu'il vient de prononcer et je vais, pour ma part, confirmer et compléter son diagnostic qui me paraît tout à fait juste. Je voudrais partir d'une bande dessinée de Hergé qui s'appelle L'Étoile mystérieuse, publiée en 1948. Elle s'ouvre par une météorite qui est en train de se rapprocher de la Terre et qui va tomber sur une ville d'Europe du Nord, Bruxelles. La chaleur augmente, les habitants sortent en pyjama dans la rue, les trottoirs fondent, les rats sortent des égouts. Les savants prédisent une collision inévitable dans quelques heures, et à ce moment-là, un individu vêtu d'une longue robe blanche et coiffé d'un cône renversé sur sa tête, parcourt les rues en tapant sur un gong et en hurlant « C'est la fin du monde, repentez-vous, repentez-vous ». Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce type de personnage qui nous explique qu'il faut se repentir de notre civilisation s'est propagé dans toutes les instances internationales, dans un certain nombre de partis politiques, et que de toutes parts, on nous demande, au nom de la nature, de battre notre coulpe. Et au fond, qu'est-ce que c'est que le bilan carbone que nous émettons quotidiennement, sinon la trace gazeuse du péché originel? Nous aurions donc à demander pardon du simple fait d'exister. Ma thèse est très simple, je vais la résumer d'une phrase. Nous sommes passés du temps des révolutions au temps des catastrophes. Et nous y sommes passés en l'espace de 20 ans. Les révolutions, quoi qu'on en pense par ailleurs, étaient porteuses d'une espérance de progrès. Le temps des catastrophes, c'est le temps du règlement de comptes, c'est le temps où l'humanité doit payer pour ses erreurs. En d'autres termes, si nous sommes assurés d'avoir un futur, nous ne sommes plus sûrs d'avoir un avenir, c'est-à-dire une dimension du temps dans laquelle nous projeter et dans laquelle espérer un développement meilleur. Et cette certitude d'avoir un futur sans avoir un avenir, il faut l'appeler évidemment la crise du progrès. Le progrès est une idée qui est en train de mourir en Europe, alors même qu'elle renaît en Extrême-Orient, en Amérique latine et en Afrique. Et nous qui en avons été les promoteurs, nous nous conduisons aujourd'hui comme ces fossoyeurs. La meilleure preuve, c'est que si on lit les médias, si on écoute les discours dominants, on nous donne le sentiment de vivre sur le Titanic. Le monde, c'est le Titanic, ou pour prendre une autre métaphore, nous roulons tous dans un bolide fou qui va nous conduire immanquablement dans le mur. Et ce que nous vivons en ce moment, ce sont les derniers instants de l'humanité, puisqu'un certain nombre de personnes autorisées, politiques, savants, scientifiques, physiciens, philosophes, nous annoncent que notre espèce ne survivra probablement pas au-delà du XXIe siècle. Et l'illustration la plus évidente de cette idéologie, elle a été fournie en 2006 par un film que vous avez peut-être vu, du vice-président Al Gore, qui est loin d'être un gauchiste, et qui nous explique
que le réchauffement climatique est porteur de telles menaces que nous avons 10 ans très exactement, pour réagir avant que les dégâts portés à la biosphère soient devenus irréversibles. 10 ans donc, nous sommes à la mi-2014, il nous reste donc 1 an et demi, et si l'on en croit les prédictions de M. Al Gore, dans 1 an et demi, nous allons vivre une série de cataclysmes inéluctables. Et je suis évidemment toujours frappé par le côté apocalyptique de ce genre de prédiction qui ressemble beaucoup aux prédictions d'un certain messianisme marxiste. C'est-à-dire que, de la même façon que les communistes nous expliquaient que la destruction du capitalisme est irréversible, mais qu'en même temps il faut tout faire pour la précipiter, on nous explique que la mort de la Terre telle que nous la connaissons est elle aussi irréversible, mais que nous devons tout faire pour la freiner. Et par parenthèse, je voudrais m'interroger sur le sens de l'expression « il faut sauver la planète ». C'est probablement l'expression la plus ridicule qui ait été inventée dans les 50 dernières années, car la planète, quoi qu'il arrive, survivra à tous les cataclysmes qui pourront l'affecter. Ce qu'il faut tenter de préserver, et cela a été dit par les orateurs précédents, c'est bien entendu une humanité capable de vivre de façon décente sur une planète elle-même préservée dans ses équilibres globaux. Pour se répandre, ce discours catastrophiste use d'une arme qui est une arme redoutable, qui est l'arme de la peur. Et l'arme de la peur, elle a été promue par un philosophe allemand qui a été en quelque sorte le maître à penser des écologistes outre-Rhin, qui est Hans Jonas. Et Hans Jonas pensait que la peur était en quelque sorte un guide clairvoyant qui nous permettait de mieux comprendre notre monde. Et Hans Jonas avait développé un concept qui est très utilisé aujourd'hui dans le discours des écologistes, qui est le concept du repentir prévisionnel. En d'autres termes, nous ne sommes pas simplement responsables de ce que nous avons fait hier, nous ne sommes pas simplement responsables de ce que nous faisons aujourd'hui, mais nous devons nous excuser à l'avance pour le mal que nous commettrons demain à l'égard des générations futures. En d'autres termes, ce concept de repentir prévisionnel est un concept culpabilisateur qui consiste à expliquer aux générations présentes que leur mode de vie, leur mode de consommation, leurs outils énergétiques sont éminemment dommageables pour la survie des générations à venir. Et que par conséquent, le meilleur remède à apporter pour éviter le désastre à venir, c'est évidemment, en tout cas c'était l'idée de Hans Jonas, c'est d'en finir avec le développement industriel, c'est d'en finir avec la conquête de la nature par l'homme, c'est en quelque sorte de mettre une camisole de force au Prométhée déchaîné de la technique. Et vous le savez, peut-être Hans Jonas est l'un des philosophes qui inspire un des camps majoritaires aujourd'hui dans le mouvement environnementaliste, en tout cas en France, qui est le mouvement de la décroissance et qui estime donc que le salut, pour nous les hommes et pour la nature, c'est la régression dans le passé afin d'arrêter la course folle vers l'abîme. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais condenser ce que j'ai à dire. Nous vivons depuis 20 ou 30 ans
une crise de la représentation de l'ennemi. Jusque dans 1989, les ennemis dans les pays occidentaux étaient bien identifiés. Il y a eu d'abord le fascisme et le nazisme, nés au sein même de notre culture, ensuite le communisme, et puis, après 1989, comme le disait un représentant soviétique avec ironie aux Américains, nous venons de vous jouer un tour terrible, nous venons de vous priver d'ennemis. Et c'est vrai que même le terrorisme islamiste, si dangereux soit-il, ne constituera jamais un ennemi aussi séduisant qu'ont pu l'être en leur temps l'idéologie fasciste ou l'idéologie communiste. Alors si l'ennemi n'est plus dans une grande religion séculière, qui dois-je accuser de mes malheurs? Eh bien, la réponse d'une certaine écologie est très simple. Le principal ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même, c'est sa volonté folle de dominer son environnement, c'est son ambition de créer un monde à son image, c'est son appétit illimité de consommation. Et si l'homme est l'ennemi, cela veut dire qu'à un certain moment, il va falloir choisir entre l'homme et la nature, lequel nous privilégions. Et c'est pourquoi très souvent dans les discours environnementaux, derrière l'amour de la nature, l'amour des fleurs, l'amour des forêts, l'amour des animaux, il faut entendre très profondément la haine de l'humanité en tant que telle. Et un homme a très bien illustré cette haine de l'humanité, c'est le commandant Cousteau, dont vous avez peut-être entendu parler, explorateur de la vie sous-marine, qui dans une interview dans les années 80 à une revue, expliquait un peu embarrassé que pour rétablir l'équilibre écologique de la planète, il faudrait réduire le genre humain à 500 millions d'habitants. Et qu'évidemment, tous les progrès de la médecine, tous les vaccins sont calamiteux parce qu'ils multiplient l'espèce humaine au lieu de la raréfier. Cela ne l'a pas empêché ensuite d'avoir 2 enfants, comme quoi on n'a pas toujours pour les autres la même conduite que l'on adopte pour soi-même, mais il existe aujourd'hui dans le mouvement écologiste un courant assez fort qui demande de raréfier le pullulement des êtres humains, et un député vert français, Yves Cochet, en 2009 a demandé que le Parlement français pénalise le 3e enfant, c'est ce qu'on appelait l'impôt du ventre, au motif qu'un bébé qui naît sur Terre, c'est en termes de pollution 627 allers-retours en jet Paris-New York. Alors, la rhétorique, une certaine rhétorique environnementaliste, malheureusement, me semble-t-il, celle qui domine aujourd'hui, s'appuie sur un outil qui est l'outil de la peur. Et je l'ai dit tout à l'heure, cette peur est aujourd'hui vécue comme une preuve de lucidité. Il faut que les lanceurs d'alerte se multiplient, il faut à tout instant dénoncer les dangers de notre société, et on s'aperçoit là que nous avons complètement renversé le paradigme sur lequel ma génération a été élevée, c'est-à-dire que grandir lorsque j'étais enfant, c'était avant tout, pour les garçons comme pour les filles, apprendre à maîtriser ses peurs. C'était acquérir la capacité d'affronter les ténèbres sans trembler. Et voilà qu'on nous explique aujourd'hui que cette attitude est irresponsable et qu'au contraire, nous n'avons jamais assez peur et que, comme le disait un opposant à l'énergie atomique dans les années 50, Günther Anders, ayez le courage d'avoir peur. Et je rappellerai simplement cette analyse très lumineuse faite par un psychanalyste des contes pour enfants. C'est Bruno Bettelheim prenait comme exemple la fameuse histoire des 3 petits cochons. Vous le savez, les 3 petits cochons sont poursuivis par le loup, et le premier construit une maison en paille, le loup souffle dessus et le petit cochon s'enfuit pour le manger. Le deuxième petit cochon construit une maison en bois et le loup l'abat
avec un coup de sa patte, et seul le troisième petit cochon, qui a construit une maison en dur, abrite ses frères, et le loup essaye de détruire la maison, mais n'y arrive pas, et il essaye de grimper par la cheminée, mais les trois frères font brûler un feu, et le loup voit son pelage totalement grillé par le feu. Et qu'est-ce que cela veut dire, explique le psychanalyste Bruno Bettelheim? Cela veut dire que les deux premiers petits cochons ont obéi au principe de plaisir, c'est-à-dire construire à la hâte un abri qui ne sera pas sûr, alors que seul le dernier a su construire selon le principe de réalité. Or, aujourd'hui, tout se passe comme si on nous demandait d'abolir le principe de réalité pour multiplier les causes de frayeur et de crainte. Je vais prendre quelques exemples très simples, tirés de la presse française, mais vous en trouveriez beaucoup aussi, me semble-t-il, dans la presse italienne. Il y a 2 ans, un magazine de la gauche chrétienne française, Télérama, titrait « Mangeais-tu » ? Ah, tiens, c'est étonnant. On a envie de répondre « Essayez de ne pas manger, vous verrez dans quel état vous vous trouverez ». Et mangeais-tu, évidemment, cela faisait allusion aux produits chimiques dangereux que l'on trouve dans les aliments. Et lorsque l'on lit ce genre de proclamation, on a quand même envie d'opposer au discours alarmiste un certain nombre de constats qui, me semble-t-il, relèvent du bon sens. Le premier constat, ça a été dit tout à l'heure par M. Ottolenghi, ça a été dit tout à l'heure, on n'a jamais vécu aussi vieux dans nos sociétés qu'aujourd'hui. Les soins médicaux n'ont jamais été aussi perfectionnés. Les maladies graves n'ont jamais été mieux combattues. En d'autres termes, plus la société s'améliore, offrant à leurs citoyens, des conditions absolument idéales au regard des sociétés plus pauvres, plus nous nous croyons autorisés à vilipender notre monde. Et donc, lorsque l'on lit une certaine presse, et d'ailleurs lorsque l'on lit les médias en général, nous avons le sentiment de vivre dans une sorte de Moyen-Âge post-technologique où tous les objets de la technique sont des esprits mauvais dirigés contre nous, acharnés à notre destruction. Je ne parle pas des protestations contre les OGM, contre la robotique, contre les nanotechnologies, car ceci nous entraînerait trop loin, mais je parle des enquêtes récurrentes sur la prétendue nocivité des portables, qui donnent lieu à toutes sortes de protestations, de manifestations, sur la nocivité de l'alimentation. Nous serions donc censés creuser notre tombe chaque fois que nous piquons la fourchette dans des pâtes ou dans des pommes de terre. Et donc, nous vivrions en quelque sorte dans le pire des mondes possibles. Et comme l'a dit récemment un écologiste australien qui jouit d'une certaine notoriété, nous devons aujourd'hui prononcer un requiem pour l'espèce humaine. Alors, il faut évidemment prendre au sérieux un certain nombre d'avertissements qui sont fournis par les enquêteurs. Certaines protestations sont parfaitement légitimes, mais me semble-t-il, nous ne savons plus faire la bonne distinction entre un discours systématiquement alarmiste et un discours qui réveille véritablement les consciences. Et à cet égard, il me paraît qu'il y a une contradiction fondamentale du discours catastrophiste, notamment celui porté par, j'en parlais tout à l'heure, M. Al Gore, mais aussi de très nombreux
autres militants écologistes, notamment en France, Nicolas Hulot, Yann Arthus Bertrand, qui nous annoncent régulièrement, tous les matins, la fin du monde. La contradiction, elle est celle-ci. Si véritablement, dans 2 ans, dans 10 ans, et même dans 30 ans, nous assistons à l'effondrement du système terrestre, alors pourquoi vouloir changer quoi que ce soit? Pourquoi vouloir se mobiliser pour préserver l'environnement et la nature et ne pas continuer à vivre comme nous le faisons? Mais les grandes consciences écologiques sont un peu semblables aux curés de notre enfance qui montaient en chair à l'église pour nous accabler de tous les péchés, qui nous menaçaient des foudres de l'enfer, et puis au moment où nous étions tétanisés dans notre chaise, le prêtre laissait entrevoir tout d'un coup une espérance. Il y avait encore une voie pour la rémission des péchés. Et sur le même modèle, les grands gourous du discours apocalyptique nous expliquent que tout est fini, il est trop tard, et pourtant, il y a encore une chance pour nous, et cette chance, elle réside dans un certain nombre de mesures que vous connaissez tous, parce qu'elles font partie du catéchisme vert de base. Je vais vous les énumérer. Abandonner sa voiture au profit du vélo, ne plus prendre l'avion, ne plus prendre de douche, ne plus prendre de bain, mais leur préférer les douches, si possible minutées à 4 minutes, pas plus. Éviter planter des arbres, éviter de laisser brûler la lumière, ne pas laisser couler l'eau des robinets, etc., etc. Et alors, le doute nous saisit face à ces recommandations qui, par ailleurs, me semblent des recommandations de bon sens, qui, elles aussi, m'évoquent les recommandations que me faisait ma grand-mère quand j'étais jeune et qui s'appelait le principe d'économie. Ne pas gaspiller, ne pas entraîner de dégâts irréversibles, cela effectivement relève du bon sens. Mais si nous sommes au bord de l'abîme, comment pourrait-on éviter d'y tomber par des remèdes aussi dérisoires? Et donc, énormité du diagnostic, la fin du monde, ni plus ni moins, et petitesse du médicament, si j'ose dire. De la même façon, il y a un mois, les écologistes français, soutenus par les grandes églises, ainsi que par les musulmans et les juifs de France, ont lancé une journée de jeûne pour la planète. Alors écoutez, moi je respecte toutes les croyances, mais si jeûner une journée, ce qui par ailleurs n'est pas mauvais pour le système digestif, va nous éviter de sombrer dans le chaos, c'est qu'alors, et là le discours catastrophiste se contredit lui-même, c'est qu'alors le chaos n'est pas imminent. C'est qu'alors on nous raconte des histoires, on nous ment pour nous effrayer et nous asservir à la dictature de la frayeur. Car il y a des peurs qui mobilisent, c'est exact, il y a des peurs qui nous réveillent, mais il y a aussi des peurs qui nous stérilisent, et il y a des peurs qui nous amènent à nous incliner devant n'importe quel discours, n'importe quelle dictature, et qui ont pour effet de nous transformer en enfants terrorisés. Et avons-nous envie d'obéir à ce type de peur? En d'autres termes, et je ne vais pas trop m'attarder, si l'inquiétude environnementale est universelle, la maladie de la fin du monde est-elle malheureusement purement occidentale? On ne la rencontre ni en Chine, ni en Inde, ni au Brésil, pays qui affrontent pourtant des problèmes environnementaux infiniment plus graves que nous, mais qui savent qu'il faut les aborder avec sang-froid. Alors, pour conclure, je dirais tout simplement, contrairement à ce qu'énonce un certain discours
cataclysmique, le remède n'est pas dans le retour en arrière, n'est pas dans une décroissance hypothétique qui n'amènerait que malheur et souffrance dans le monde, puisque la décroissance, en France comme en Italie, nous la vivons déjà. Elle s'appelle la récession et l'on voit bien le cortège de chômeurs et de malheureux qu'elle entraîne. Le remède, il est dans le mal lui-même. Il est dans cette économie de marché que trop de gens vilipendient encore. Il est dans cette mondialisation que trop de gens redoutent, alors qu'ailleurs elle est un soutien pour les économies. Elle est dans cette crise que nous avons du mal à surmonter, mais qui en même temps devrait nous inciter à nous adapter au monde qui vient. En d'autres termes, il me semble que ce que nous appelons catastrophe dans nos pays, c'est simplement notre manière de traduire notre terreur du changement. Comme nous ne comprenons pas le monde vers lequel nous allons, nous préférons penser que c'est notre civilisation qui est en train de disparaître. En d'autres termes, nous ne vivons pas la fin du monde, nous vivons la fin d'un monde auquel nous étions habitués et il faut en grande vitesse nous adapter à celui qui est en train d'apparaître. Et effectivement, le souci de l'environnement n'a jamais été aussi puissant que dans les pays riches et développés. Et pour préserver l'environnement, ce à quoi il faut s'employer, et de toute urgence, c'est à l'enrichissement matériel des peuples les plus pauvres, c'est à l'industrialisation à marche forcée. Et l'on voit bien qu'un certain discours de l'Apocalypse consiste tout simplement à dire aux peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, ne vous développez pas, restez dans la misère et nous allons bientôt vous y rejoindre. Mais ce type d'écologie est évidemment inaudible pour les peuples de ces pays-là. Et comme me le disait un jour un philosophe indien, si le changement climatique global doit signifier le maintien de l'injustice globale, alors vos problèmes environnementaux, nous n'en voulons pas. Et je comprends parfaitement ce point de vue. Il n'y a donc pas incompatibilité entre le respect de l'environnement et le souci du développement. Ils ne peuvent marcher que main dans la main. Et c'est pourquoi il me semble aujourd'hui qu'une écologie de l'accusation doit être remplacée par une écologie de l'admiration dans laquelle le genre humain ne peut pas être exclu. Une course de vitesse est engagée entre les forces du désespoir et les puissances de l'audace. Et je pense que vous incarnez aujourd'hui les puissances de l'audace. Merci.